Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TF1. Dans l'actualité ce soir, la riposte à la crise financière s'organise au niveau mondial. Un premier sommet se tiendra le 15 novembre à Washington en présence des dirigeants de 20 pays dont la Chine, l'Inde et le Brésil. Les bourses ont à nouveau chuté aujourd'hui, moins 5,1% à Paris. Sœur Emmanuelle a été inhumée ce matin dans le Var. Elle a laissé un message posthume que nous entendrons dans ce journal. Une messe requiem en présence du chef de l'État, de son épouse et de l'ensemble du gouvernement a été célébrée cet après-midi en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Moderniser l'hôpital, c'est l'objectif du plan présenté par la ministre de la Santé aujourd'hui. Pas de fermeture d'établissement, mais une réorganisation des services et une lutte accrue contre les déserts médicaux. Reportage en Picardie, où il y a 3 fois moins de médecins que la moyenne nationale. La prime transport mise à mal par les députés qui ont décidé hier de la supprimer du budget 2009. Du coup, François Fillon a décidé de monter au créneau. Le Premier ministre affirme qu'il tiendra son engagement au titre de la solidarité. Enfin, du football ce soir sur TF1 avec la Ligue des Champions, un match capital pour l'OM qui se rend à Eindhoven, aux Pays-Bas. C'est donc la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre que les dirigeants du monde entier vont se réunir pour coordonner leurs efforts afin d'enrayer la crise financière qui les menace tous. Washington a fini par céder à la pression des Européens et de Nicolas Sarkozy qui poursuit sa politique très volontariste à la tête de l'Union. Explication de Romain Verlet, de Kamal Abdourahim et Corinne Chevreton. Nicolas Sarkozy avait demandé à George Bush d'accueillir à New York un grand sommet à 13 pays. Il aura bien lieu le 15 novembre, mais à Washington et avec le G20. Sur cette carte, les pays invités, les grandes puissances et les pays émergents. C'est la première fois que les dirigeants seront réunis, avec à l'ordre du jour les causes de la crise financière et les réformes nécessaires, car l'économie manque toujours d'oxygène. Aujourd'hui, la crise vient de rattraper l'Argentine. On a un nouveau problème qui est apparu depuis hier fin d'après-midi aux US, qui est un problème de risque de déficit de l'Argentine, et avec le gouvernement là-bas qui se pose la question d'aller taper dans les retraites, l'argent des retraites pour se financer. Et ça a impacté les valeurs espagnoles et par conséquent l'Europe aussi et donc le CAC, et on a perdu 5%. Moins 5% donc pour Paris et exactement la même baisse pour Londres et Francfort. Et si ces hausses, ces baisses semblent parfois bien virtuelles, la réalité de la crise est bien là. Les faillites d'entreprises en France, 11 407 sociétés ont mis la clé sous la porte cet été. C'est 17% de plus qu'au second trimestre, du jamais vu depuis 10 ans. Et s'il existe bien un secteur aux avant-postes de la crise économique, c'est bien celui de l'intérim. L'activité a chuté encore de 10% le mois dernier. Adecco, numéro 1 du secteur, va supprimer 600 emplois. L'adieu à Sœur Emmanuelle avec la cérémonie officielle qui s'est déroulée cet après-midi à Paris en présence de Nicolas Sarkozy, de nombreuses personnalités politiques dont l'ancien président de la République Jacques Chirac et son épouse Bernadette. Des milliers d'anonymes ont assisté à cet hommage à l'extérieur de la cathédrale. Reportage de Florence Lecnec et Mathieu Despiau. Yala, en avant, c'est passionnant de vivre en aimant. Votre Emmanuelle. Sœur Emmanuelle n'est plus là, mais le président de son association lui prête sa voix. Pour un testament de vie, pour un merci qu'elle veut bondissant, ici devant ses chers amis, anonymes, officiels, ceux finalement qu'elle tutoyait tous. Les politiques, en grand nombre sous les voûtes de Notre-Dame autour du chef de l'État. Celui qu'elle appelle son grand copain, Jacques Delors, respecte donc ses vœux pour lire l'épître de Saint Paul sur la charité, traduit plus tard en arabe. Avec elle, il a pris l'habitude de s'exécuter. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle était à la radio, elle m'appelait. Jacques, tu m'entends? Tu dois faire cela. Voilà. L'enfant qui souffre. À l'extérieur, ils sont quelques centaines à suivre cet hommage sur écran géant. Les rencontres avec Sœur Emmanuelle servent toujours de repère. Elle m'a dit, ne l'oublie jamais, Anne, l'obstacle est matière à action. Sans doute ce qui l'a conduite vers les chiffonniers du Caire, à l'âge de la retraite. Un parcours salué par l'archevêque de Paris. Elle jubile, certainement, de voir que sa mort est une occasion de rappeler à tous l'urgence du service des pauvres de ce monde. C'est un temps d'antenne supplémentaire pour ceux dont on parle si peu. Car avec la disparition de Sœur Emmanuelle, l'Église le sait bien, elle perd aussi un précieux relais dans la société.
Et à Calian, dans le Var, le contraste était saisissant avec le faste de Notre-Dame. Dans ce petit village, l'adieu à Sœur Emmanuelle était discret, mais empli d'émotions. Sur place, Guillaume Hénette et Henri Dreyfus. La cérémonie religieuse vient de se terminer. Le corbière avance. Il est 11h20. Sœur Emmanuelle quitte à jamais la maison de retraite du Pradon. Elle avait toujours un regard pour chacun. Elle connaissait chaque prénom. Elle avait le sourire du matin jusqu'au soir. Elle a consacré sa vie au Seigneur il y a 80 ans et aujourd'hui, elle le voit face à face. On ne peut pas dire que ce soit un jour de tristesse, c'est pas possible. Les prêtres qui ont célébré les obsèques de Sœur Emmanuelle se réunissent ensuite autour du cimetière du village pour accueillir les proches de la défunte. Puis ce sera au tour des anonymes de venir dire leur émotion. C'est une femme extraordinaire et elle était toute petite et tellement grande en même temps. Elle s'est oubliée elle-même, mais on l'oubliera pas, voilà, ça c'est sûr. Elle est allée vers Dieu, elle était attendue là-bas. Ce soir, l'église de Calian a organisé une messe exceptionnelle en hommage à Sœur Emmanuelle. À l'intérieur, il n'y a plus une place de libre et ce sont les habitants du village qui prennent la parole. C'était un petit bout de femme qui allait toujours de l'avant avec une telle force d'âme et un immense rayonnement. Sœur Emmanuelle a passé les 15 dernières années de sa vie ici à Calian. Elle y repose désormais pour l'éternité. Et je vous le disais, Sœur Emmanuelle a enregistré un message posthume qu'elle destinait à la promotion de son livre qui sort demain, Confession d'une religieuse, aux éditions Femmes Larion. Je vous propose d'écouter ce témoignage. Lorsque vous entendrez ce message, je ne serai plus là. En racontant ma vie, toute ma vie, j'ai voulu témoigner que l'amour est plus fort que la mort. J'ai tout confessé, le bien et le moins bien. Et je peux vous le dire, de là où je suis, la vie ne s'arrête jamais pour ceux qui savent aimer. Voilà, et les droits d'auteur de Sœur Emmanuelle seront reversés intégralement donc à son association Asmae. Un accident rarissime hier à l'hôpital de Creil. Une bonbonne d'oxygène s'est enflammée au moment de son utilisation dans le service de neurologie. Un patient est décédé, un médecin et un infirmier ont été gravement brûlés. Caroline Bell et Isabelle Marc. Le centre hospitalier de Creil est en pleine effervescence. Les 160 bonbonnes d'oxygène de l'établissement doivent toutes être mises sous scellé dans les heures qui viennent. Ainsi en a décidé le parquet de Senlis au lendemain de l'accident qui a provoqué la mort d'un patient et blessé grièvement 2 membres de l'équipe médicale. C'est au cours du transfert du malade de la neurologie vers la réanimation qu'une bonbonne d'oxygène s'est embrasée. Ça a été un coup de flamme, hein. Ça a été comme si on avait utilisé un lance-flamme. Y a-t-il eu défaut de manipulation ou bien défaillance du matériel? C'est ce que devront définir les enquêteurs. Depuis 6 ans, une dizaine d'incidents sans gravité ont été signalés à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle a même lancé l'an dernier un programme sur 4 ans de retrait du marché de certains détendeurs. Nous ne pouvons pas retirer du marché du jour au lendemain l'ensemble ou une partie de ces bouteilles, une partie significative de ces bouteilles, dans la mesure où il n'existe pas de possibilité de les remplacer par autre chose. Le type de détendeur impliqué dans l'accident d'hier n'avait jamais été mis en cause. Le service de neurologie restera fermé pour permettre aux experts de poursuivre leurs investigations. Roselyne Bachelot a lancé ce matin le grand chantier de modernisation du système de soins en France. Hôpital, patients, santé, territoire, c'est le nom de ce projet de loi qui va modifier en profondeur le paysage hospitalier. L'objectif, c'est de regrouper et d'améliorer les soins. Véronique Lafont et Thierry Froissart. C'est une réorganisation en profondeur de notre système de santé que propose le gouvernement. Premier axe, rapprocher les hôpitaux. La loi crée les communautés hospitalières de territoire. Il s'agit de regrouper un établissement référent très équipé et des hôpitaux locaux qui se reconvertiront pour accueillir des personnes âgées ou encore assurer le suivi des grossesses. Autre disposition, placer un vrai patron à la tête de l'hôpital avec des pouvoirs renforcés. Actuellement, il doit consulter une vingtaine de commissions avant de pouvoir prendre une décision. Début 2010, de nouvelles agences régionales de santé seront mises en place. Super tour de contrôle, elles coifferont à la fois l'hôpital, la médecine de ville et les maisons de retraite, des univers encore très cloisonnés. Comment lutter contre les déserts médicaux? Les effectifs des facultés de médecine évolueront en fonction des besoins des régions sans toutefois remettre en cause la liberté d'installation. Par ailleurs, l'État soutiendra la création de maisons de santé rassemblant sous un même toit médecins, infirmiers, kinésithérapeutes. Le plan s'attaque aussi à l'alcoolisme des jeunes. La vente d'alcool sera interdite aux moins de 18 ans, quels que soient les lieux et les modes de vente.
Et encore une fois, dans cette réforme, il y a l'idée de lutter contre les déserts médicaux, en incitant bien sûr les médecins à s'installer dans les zones où il en manque. En Picardie, il y a 3 fois moins de médecins qu'au niveau national. Et bien là, l'agence régionale d'hospitalisation fait tout pour les séduire et les convaincre de rester. Regardez ce reportage de Viviane Jungfer et de Jean-François Drouillet. Bonjour à toutes et à tous. Opération Séduction. Agence régionale d'hospitalisation, assurance maladie, médecins libéraux, conseil régional, tout ce qui compte dans la santé en Picardie est ici pour accueillir les 186 nouveaux internes venus d'un peu partout. Chacun y va de son plaidoyer en faveur de cette région où le déficit en généralistes, spécialistes et médecins hospitaliers est 2 à 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Que vous alliez aussi en milieu rural, nous prenons en charge les frais de déplacement et d'hébergement. Tout est vraiment fait pour qu'ils aient envie de s'installer en Picardie après leurs 3 années d'internat. Les propositions de poste qu'on nous fait, c'est concret, ça reste pas dans le flou, donc vraiment on nous montre qu'ils ont les moyens de leurs ambitions, donc ça aussi c'est intéressant. On verra, on a encore 3 ans pour décider. Voilà. Peut-être qu'on va avoir un coup de foudre pour la Picardie. Depuis 3 ans qu'on a mis en place cette opération d'accueil des internes, nous constatons qu'il y a à peu près un interne sur 2 qui s'installe, donc un interne sur 2 qui ne s'installe pas dans notre région. Et notre objectif, c'est d'améliorer ce score. Autre exemple de coopération publique-privée à l'hôpital de Beauvais, 2e hôpital général de Picardie pour 250 000 habitants. Chirurgie, radiologie, la pénurie de médecins peut mettre en danger des services. Alors depuis des années, on anticipe en allant chercher, notamment à l'étranger, les médecins qui manquent, comme le docteur Yotchkov, anesthésiste bulgare. Les professionnels, les experts dont je bénéficie ici, on peut leur demander d'aider la prise en charge dans d'autres structures. Ça fait bénéficier le malade tout du long de sa prise en charge et l'autre structure, et vice-versa. Nous aussi, on va faire appel à des professionnels des autres structures de la communauté. Un tiers des médecins de cet hôpital est étranger. La plupart, bien intégrés, n'envisagent même plus de repartir. Je suis médecin anesthésiste. Je vous en parlais hier, il a beaucoup plu la nuit dernière dans les Cévennes. L'épisode pluvieux a été particulièrement important dans le Gard. Les pompiers ont dû intervenir une centaine de fois. De nombreuses routes ont été coupées. Vous le voyez, il est tombé par endroits l'équivalent de 3 mois de précipitations. Et puis, on vient de l'apprendre, Météo France place ce soir en vigilance orange les 2 départements de la Corse, toujours en raison des risques d'orage et de fortes pluies. Y aura-t-il ou non une prime transport? Les députés réunis hier en commission ont dit non, mais le Premier ministre qui les a convoqués aujourd'hui à Matignon affirme que oui, elle sera bien adoptée. Il faut dire que c'est lui qui l'avait proposée. Une cacophonie qui fait désordre et qui provoque de vives réactions du côté des syndicats. Le point avec Françoise Hugues et Pierre-Jean Perrin. 2 jours de suite, les parlementaires de la majorité ont fait de la résistance. Au Sénat, ils ont refusé de modifier la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, proposée par Christine Boutin, et à la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée, les députés se sont carrément opposés à la prime transport que le gouvernement avait annoncée en juin. Avec cette explication, il vaut mieux privilégier le salaire direct, et puis les prix du pétrole ont baissé. Pour le Premier ministre, il était donc urgent de resserrer les rangs de la majorité et de réaffirmer sa volonté de mettre en place la prime transport. La crise ne demande pas moins de solidarité, mais au contraire plus de solidarité. C'est pour ça que nous voulons que l'aide au transport soit mise en place. Mais certains parlementaires de la majorité revendiquent le droit au débat. Mais l'indiscipline, c'est la valeur du groupe parlementaire, par définition. Sinon, il faudrait mettre des ordinateurs à la place des députés. On va en discuter tranquillement au groupe et puis on trouvera une solution. Il n'y a pas de psychodrame. Je vais vous dire une chose, heureusement que ça vit. Les réactions syndicales sont vives, en particulier à la CGT. Écoutez, c'est une décision de la part des députés totalement inacceptable, insupportable. Ils montrent encore une fois qu'ils sont sous la pression permanente des organisations patronales et j'aimerais bien avoir aussi des députés à l'écoute des revendications des salariés et de leurs organisations syndicales. Le gouvernement compte bien représenter l'article instaurant la prime de transport. Quant au Parti socialiste, il demande sa mise en œuvre immédiate. Les cours de pétrole continuent leur dégringolade. À Londres, le baril de Brent est passé aujourd'hui sous les $65, son plus bas niveau depuis mai 2007. Les relations entre Rachida Dati et les magistrats sont loin d'être au beau fixe. En visite aujourd'hui à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, la ministre de la Justice a été copieusement sifflée par une trentaine de personnes qui l'attendaient à l'entrée. Les magistrats seront dans la rue demain pour dénoncer la politique de la garde des Sceaux et les atteintes portées selon eux à leur indépendance.
2270 €, c'est la somme que consacrent chaque année les Français aux nouvelles technologies et aux médias. Des dépenses qui représentent en moyenne 8% du budget d'un ménage. Internet, le téléphone, les jeux vidéo, la télévision. Voilà les tentations les plus nombreuses. Nathalie Pellerin et Olivier Cresta. Dans cette famille, même devant la télévision, chacun a une occupation multimédia. De 9 à 17 ans, les enfants ont leurs équipements. Télé, un téléphone portable, un ordi et un lecteur MP3. J'ai un téléphone, une console de jeu et une télé. Et j'ai pas de téléphone portable parce que je suis trop petit. Des équipements qui pèsent dans le budget familial et pas seulement au moment de l'achat. Le premier poste de dépenses multimédia de la famille, c'est essentiellement les abonnements. Tous les abonnements téléphoniques, les abonnements télé, télévision, etc. Et ça représente environ 8 factures tous les mois. En moyenne, les abonnements représentent chaque mois la moitié des dépenses multimédia des ménages. Les équipements tels que les ordinateurs ou téléviseurs comptent pour le tiers des dépenses. Le reste est consacré au cinéma, aux achats de DVD ou jeux vidéo. En tout, chaque ménage français dépense en moyenne 2270 € par an dans les nouvelles technologies, 2920 pour les foyers avec enfants. Alors, les enfants ont une influence, ce sont souvent des précurseurs. Ils poussent à une consommation souvent plus moderne. Les premières personnes qu'ils vont convaincre sur une nouvelle pratique, c'est la famille et c'est les parents. Il fait vivre, d'accord. En 10 ans, le taux d'équipement en téléphone mobile a été multiplié par 8, l'accès à Internet par 16. Aujourd'hui, ce sont les écrans plats qui connaissent la plus forte progression et devraient certainement être les stars de Noël cette année. La réforme de l'audiovisuel examinée ce matin au Conseil des ministres. Le projet de loi prévoit la suppression progressive de la publicité sur les chaînes publiques. Une mesure appliquée le 5 janvier prochain pour les programmes diffusés après 20h. Les chaînes privées et les opérateurs de télécommunications seront mis à contribution pour compenser le manque à gagner. Vous voyez ici Christine Albanel, la ministre de la Culture. Qu'allons-nous trouver demain dans notre assiette? Le salon des industriels de l'agroalimentaire présente en ce moment à Paris toutes les nouveautés culinaires. Je vous propose donc de partir dans les coulisses d'un laboratoire, celui d'une PME qui prépare les glaces de l'année prochaine. Reportage de Juliette Duquesne et Jean-Christophe Cortès. Espionnage industriel, enjeu financier, un laboratoire de recherche est normalement interdit d'accès. Car ici, on crée les recettes, les produits de demain. Cette PME emploie 30 personnes rien que pour la recherche et le développement. Depuis 6 mois, ils mettent au point les glaces de Noël 2009. Leur objectif, abaisser l'apport d'air dans la glace afin d'obtenir un goût plus concentré en fruits. Eh bien, on voit que la texture est fine. Les tests qu'on fait ici, en fait, c'est voir si au niveau d'un produit qu'on ferait industriellement, on arriverait à nos objectifs. Chaque détail du produit fini est ensuite analysé, scruté, rien n'est laissé au hasard. C'est un peu ce qu'on voulait. Très bon. On est à peu près au sixième essai, pour avoir vraiment une adéquation entre tous les produits. Notamment sur la faisselle. C'est vrai que la faisselle, c'est nouveau en glace. En tout, cette entreprise de 500 salariés investit 1,5% de son chiffre d'affaires dans l'innovation. 132 nouveautés sortent cette année, comme ce macaron glacé. On n'a pas les mêmes moyens que des géants mondiaux qui sont nos concurrents sur le marché européen. De ce fait, on n'a pas les mêmes moyens publicitaires, par exemple. Et on doit apporter beaucoup d'innovation parce que le cycle de vie est très court. Et c'est vrai qu'une nouveauté qui marche bien, ça dure 4 ans. Après, ça s'estompe. Même préoccupation dans cette autre PME de 50 salariés. Ici, on prépare des sauces sans arôme ni conservateur. Leur produit innovant cette année, une sauce individuelle prête en 10 secondes au micro-ondes. Le résultat de 3 ans de travail et de 500 000 € investis. Vérification de l'étanchéité, de la pression. Des dizaines d'emballages différents ont été testés. Si effectivement on n'innove pas, eh bien en fait on a une érosion par rapport aux produits que nous fabriquons et on peut estimer qu'en 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien en fait on sera réduit, on aura une réduction d'activité de 10 à 20% par an. Cette sauce est actuellement testée dans quelques supermarchés et à chaque lancement la même tension. Plus de 2000 nouveautés arrivent chaque année dans les rayons et une innovation sur 2 disparaît dans les 2 ans. En tête dans les sondages aux États-Unis, Barack Obama l'est aussi en France. C'est le résultat d'un sondage effectué il y a quelques jours dans 8 pays, dont le nôtre. 68% des Français votent démocrate et 5% pour McCain, donc républicain. Et c'est dans les banlieues que cette Obamania est la plus visible. Reportage de Liseron Boudoul et Guillaume Gouette. Il est là, il est là. Il est là, le CD, une chanson qu'ils ont écrite ensemble pour lui, Barack Obama.
Ils habitent la Seine-Saint-Denis, ils sont antillais. Alors là, franchement... Et ils ont lancé leur comité de soutien il y a déjà 1 an. Obama, 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 Obama. Il est ni noir ni blanc, c'est un homme, c'est tout. Il va réunir toutes les races pour dire que comme quoi la distinction, la différence de couleur, ça ne devrait pas exister. Si Obama, qui est afro-américain, qui est parti de rien, peut arriver à être président de la première puissance mondiale, ça veut dire que nous, même si on habite à Montfermeil, à Clichy, à Romainville, même si on est de familles pauvres, on peut, en étudiant et en se battant, arriver à toutes les fonctions. T-shirt au bras et badge dans les poches, Christian et son ami s'en vont mobiliser les habitants pour leur nuit américaine des banlieues le 3 novembre. Au café, l'adhésion est instantanée. Si vous pouviez voter... Obama quand même, parce qu'il est étranger comme moi. Jeanne n'est pas étrangère, elle, et pourtant... moi, mais je l'adore ce mec, moi. Mais pourquoi vous l'aimez? Déjà, il est beau, il présente bien. Oui, c'est vrai. Il a une prestance, cet homme. Ouais. Magnifique. Il plaît beaucoup aux femmes. C'est vrai oui, mais c'est dommage que je sois Sylvia. C'est vrai qu'il a quelque chose... oui, qui accroche. Il a quelque chose qui plaît même aux tout jeunes de la cité Gagarine, tout à côté. Barack Obama, ça va être comme une sorte de Martin Luther King. Voilà. On dit tout le temps les Noirs, les Arabes, ça sont des délinquants, mais pour une fois, on va voir si les Noirs, ça sont des délinquants. Dans le quartier du Jardin parisien, à La Haye-les-Roses, là aussi, la candidature Obama suscite un véritable espoir. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, ça se passe en France. On est loin. Franchement, on est loin, mais bon, ça va arriver, pourquoi pas. Président arabe ou déjà une femme, pour commencer en France, je pense que ça serait bien. Après, on parlera des couleurs. Ces jeunes-là parlent d'Obama comme d'un ami. Et s'il venait à gagner, ils ont prévu de lui envoyer un gilet pare-balles, car, disent-ils, il pourrait bien se faire abattre. Une nouvelle condamnation pour José Bové. Il écope de 200 jours amende à 60 €, soit donc 12 000 € pour une action anti-OGM menée en Gironde il y a 2 ans. L'exploitant agricole victime de cette opération a lui aussi été condamné à une amende. Il avait tiré un coup de feu en direction des militants écologistes. Début aujourd'hui d'une mission délicate pour Édouard Balladur. Nicolas Sarkozy a installé à l'Élysée le comité sur la réforme des collectivités territoriales que préside l'ancien Premier ministre. Ce groupe de travail doit trouver un remède au millefeuille administratif français composé des communes, des communautés de communes, des départements et des régions. Au lendemain de l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Grenelle de l'environnement, gros plan sur la Méditerranée et l'algue verte qui la menace. Une algue apparue pour la première fois en 1984 dans les eaux de Monaco et qui parasite aujourd'hui les côtes de 7 pays. Pour l'éradiquer, il n'y a que l'arrachage qui marche. Reportage à Porquerolles de Marie-Claude Slick et Pascal Marcelin. Ils sont une cinquantaine de plongeurs répartis sur 2 bateaux. Pendant 4 jours, ils vont s'attaquer à un envahisseur, Colerpa taxifolia, qui colonise les fonds marins sur les côtes du parc national de Porquerolles. Cette belle algue verte venue d'Australie a déjà envahi le nord de Porquerolles. Elle étouffe les herbes méditerranéennes qui fournissent abri et nourriture aux poissons. Il y a des zones qu'on a volontairement, j'irais, entre guillemets, sacrifiées, puisque c'est maintenant impossible d'y intervenir. La situation est trop critique, je dirais, ça me demanderait trop de moyens, trop de logistique. Il faut éviter qu'elle ne s'étende ailleurs. Ces plongeurs bénévoles, sous la direction des agents du parc national, plongent en ligne et ratissent minutieusement les fonds. Les plans sont repérés et signalés. Ils sont ensuite soigneusement coupés. Il faut éviter de laisser tomber le moindre fragment. Lorsque les plants sont trop nombreux, on les couvre d'une couverture qui diffusera du sulfate de cuivre et tuera l'algue. Et chaque année, il faut recommencer. Pour ce spécialiste de Colerpa taxifolia, plongeur lui aussi, la lutte ne doit pas s'arrêter. 7 pays sont concernés en Méditerranée. Les zones touchées sont toutes des zones de mouillage. Taxifolia, essentiellement, c'est l'homme qui la diffuse. C'est pour ça qu'on tient un message de prévention, de sensibilisation auprès des usagers de la mer. Faites attention avec vos ancres, chaînes de bateaux, faites attention avec vos filets pour les pêcheurs, parce que le moindre petit bout peut donner une algue tout entière et coloniser de nouveaux endroits. Seuls quelques parcs nationaux ont les moyens de lutter, mais il faut le renfort de bénévoles qui mettent à disposition leur temps et leur équipement.
Après la Chine, c'est l'Inde qui part à son tour à la conquête de l'espace. Le pays a lancé la nuit dernière sa première mission inhabitée vers la Lune. Une sonde sera placée en orbite autour de notre satellite. Elle va cartographier le sol lunaire et rechercher la présence de minéraux et d'eau. L'Inde a d'ores et déjà prévu 60 vols spatiaux d'ici 2013, y compris vers la planète Mars. C'est une première mondiale. Le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse a redonné vie à ses collections de squelettes d'animaux. Ils sont désormais exposés en pleine action, le résultat de 5 années de travail que l'on doit au savoir-faire d'un artisan français. Il exerce le métier rare d'ostéologiste. Emmanuel Chartoir et Robert Roussy l'ont rencontré. C'est une page de l'histoire des musées de sciences naturelles qui vient de se tourner. Fini les squelettes statiques sagement alignés dans des galeries poussiéreuses. Dans le tout nouveau musée de Toulouse, ils nagent, courent, volent, se pendent aux arbres ou aux jupes de leur mère, plus vivants que jamais. Bah oui, ça donne de la vie au squelette, ouais. C'est rigolo, mais... On peut l'imaginer même presque dans l'élément naturel. On peut voir que certains animaux sont, par exemple, plus vieux que les autres, ils présentent des traces d'arthrose, ou d'autres ont été blessés. Les squelettes ont une histoire, hein. Je veux dire, le mur a une histoire, raconte une histoire, chaque individu a son histoire. Et voici le créateur, Christian Cornette, le tout dernier ostéologiste de France. 74 ans, dont 58 parmi les squelettes. Qu'est-ce que c'est déjà celui-là ? Un blaireau. Vous voyez, on l'ouvre et on voit à l'intérieur. C'est vrai que c'est insolite et que les gens tombent des nues quand vous faites des squelettes. On a l'impression qu'on descend d'une autre planète quand on fait un squelette. Les 75 squelettes de Toulouse lui ont demandé 4 ans de travail. Étudier les animaux vivants et laisser parler son imagination. Ça demande d'avoir des idées. Quand on me demande une position bien déterminée, il faut quand même l'étudier avant. Mais dans ma tête, je la vois. La bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant à Toulouse, Christian Cornette a inspiré une vocation. Un jeune taxidermiste du musée a décidé d'apprendre l'ostéologie auprès de lui pour qu'après le maître, le disciple puisse monter les centaines de squelettes qui attendent encore en réserve. Le parcours du prochain Tour de France a été dévoilé ce matin. 3445 km, 21 étapes et un départ donné, vous le voyez, à Monaco. Pour cette 96e édition, le peloton fera un détour par l'Espagne et la Suisse. Et puis un grand moment avant l'arrivée sur les Champs-Élysées, l'ascension du Mont Ventoux. Voilà donc ce parcours. Malgré cela, c'est toujours le spectre du dopage qui plane sur la grande boucle. De nouveaux cas ont été révélés ces dernières semaines. 10 ans après le scandale Festina, le cyclisme professionnel n'en a toujours pas fini avec le fléau du dopage. Pierre-Emmanuel Chinardet et Renaud Villain. Voici réunis ce matin les 3 derniers vainqueurs du Tour de France. 3 éditions gâchées par des affaires de dopage. Cette année, sur 180 coureurs, 7 ont été contrôlés positifs. Parmi eux, 4 stars du peloton, 3 vainqueurs d'étape et le meilleur grimpeur. Une minorité encombrante pour un sport en perte de crédibilité. On reçoit souvent ou sur le bord de la route des insultes. Au début, c'est chiant et puis ma force c'est vraiment lourd quoi. Toute la journée, cycliste égale dopé quoi. C'est dommage. On se voile un petit peu la face, on se dit que tout va bien, mais bon, il y a encore des tricheurs et c'est vrai que pour nous, pour notre métier, c'est pas facile. Devant la recrudescence des affaires, plusieurs sponsors d'équipes touchés par le dopage ou simplement résignés ont même abandonné le cyclisme. Quant aux chaînes de télévision publiques allemandes, elles ne diffuseront plus le Tour de France et faute de moyens financiers ont choisi d'annuler le Tour d'Allemagne. La valeur sportive du Tour de France a baissé considérablement en raison des nombreux cas de dopage. La valeur de sa retransmission a baissé d'autant. Donc nous préférons arrêter. Pourtant, si le cyclisme est le sport le plus touché par le dopage, c'est aussi le plus surveillé. En 2007, près d'1 contrôle sur 5 le concerne. C'est 3 fois plus que la natation ou le football. C'est aussi le sport le plus avancé dans la lutte antidopage. Le laboratoire de Châtenay-Malabry a été le premier à détecter l'EPO 3e génération. Ces contrôles ciblés sur des coureurs suspects sont les plus efficaces au monde. Mais l'an prochain, tout pourrait changer. La lutte antidopage pourrait échapper au laboratoire français au profit de la Fédération internationale. Un inquiétant retour en arrière. Moi, je constate quand même que depuis 2003 jusqu'à 2007, on n'a trouvé que 2 EPO dans le Tour de France. Il y a sûrement une raison. Là, on fait des contrôles plus efficaces, on en trouve 6, ce qui est quand même beaucoup dans un seul Tour de France. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.
De l'efficacité des contrôles dépend en partie l'avenir du cyclisme. Les tricheurs du Tour de France sont passés au travers des mailles du filet lors des Tours d'Italie et d'Espagne. 2 épreuves dont les contrôles étaient diligentés par la Fédération internationale. Voilà, et puis en football, une affiche exceptionnelle ce soir sur TF1. L'Olympique de Marseille se déplace à Eindhoven, aux Pays-Bas. Dans le cadre, bien sûr, de la Ligue des Champions, les Marseillais n'ont plus le choix. Ils doivent l'emporter pour conserver une chance dans cette compétition. Un match donc capital à suivre dans quelques instants sur TF1 avec Christian Jean-Pierre et Jean-Michel Larquet. Voilà pour ce mercredi 22 octobre. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. Et puis place au football. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne soirée sur TF1. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.